Bonjour mesdames et messieurs, édition spéciale. Il y a eu une explosion très grave en Israël dans la région appelée Beit Shemesh. Ce n'est pas très loin de Jérusalem. Là-bas vivent principalement des Haredim, comme on les appelle, c'est-à-dire ils sont appelés ultra-orthodoxes là-bas. Eh bien, ce sont simplement des juifs orthodoxes qui agissent, pour ainsi dire, et vivent selon la Torah. Ça a explosé sur le site de l'usine. Et bon, laissez-moi vous raconter dans l'ordre. Donc c'était le samedi soir, le 16 mai, c'est-à-dire déjà après le Shabbat, après la fin du Shabbat, les habitants de Beit Shemesh, c'est encore une fois une ville. En partant de Jérusalem, il y a 2 mois, un missile balistique iranien y est tombé. Et il a tué 9 personnes. Ils voient à l'horizon une boule de feu, une énorme boule de feu. Un éclair, une colonne de fumée, un grondement. La ville, qui n'a pas encore fini de pleurer, avec des tombes fraîches, se fige. Quelques heures plus tard, les autorités expliquent qu'il s'agit d'une expérience planifiée à l'usine Tomer. C'est une entreprise publique de défense. On y fabrique des moteurs pour le système HZ, des satellites de reconnaissance AFEC, des missiles de combat et ainsi de suite. Ils disent que c'était un test planifié. Mais il s'avère immédiatement que la municipalité de Beit Shemesh n'a été prévenue de rien. Pas d'appel, pas de notification. Or, il existe une procédure obligatoire pour une explosion contrôlée de cette ampleur. L'entreprise est tenue d'informer les autorités locales. Ensuite, ce sont eux qui décident qui informer, quand et comment. Mais là, quelque chose n'a pas fonctionné. La version du missile iranien est écartée, car ce qu'on appelle TSC Vahodom est resté silencieux. C'est le système d'alerte. Elle détecte le lancement, pas l'impact. Les sirènes n'ont pas retenti. Donc soit l'usine a vraiment effectué un test en violant tous les protocoles, soit quelque chose a explosé. Pas intentionnellement. L'explication concernant l'expérience planifiée est venue ensuite, après coup. Ils disent qu'il n'y a pas de victimes ni de dégâts hors périmètre. Pourtant, un grand feu, un bruit énorme et aucune conséquence. Dans une semaine, on aura oublié cette explosion. On oubliera, messieurs, s'il n'y a pas de victimes. S'il y en a, on n'oubliera pas. Bon, très bien. Puisqu'on parle d'Israël, il y a encore une explosion. Quelque chose se prépare à Jérusalem. Et on ne pourra pas l'oublier, comme on dit. Il n'aura pas non plus droit aux sirènes. À la Knesset, ce que les journaux appellent, pour l'instant prudemment, une crise de coalition. Puisque nous en avons déjà parlé, laissez-moi vous raconter ce qui s'y passe d'explosif. En réalité, c'est la paralysie. Danila annonce aux dirigeants de ces partis haredim ultra-orthodoxes que la loi sur l'exemption. Il ne fera pas avancer l'exemption du service militaire pour les jeunes issus de leur mouvement jusqu'aux élections. La coalition se fissure sur ce sujet. La coalition a retiré tous ses projets de loi de l'ordre du jour. Pour la première fois en 3 ans, le gouvernement Netanyahou s'est retrouvé sans majorité. Un projet de loi sur l'autodissolution a été soumis. C'est une tentative de, comme on dit, fixer la date des élections avant que la coalition ne s'effondre d'elle-même. Le chef d'état-major, c'est Yael Zamir, lors d'un briefing à huis clos, leur dit carrément en face. Les gars, l'armée peut s'effondrer si 14% des jeunes ne font pas leur service. S'ils ne commencent pas à servir, ce sera très difficile. Et c'est là qu'il faut expliquer qui sont les Haredim et pourquoi il est pratiquement impossible de dénouer ce nœud. Donc ces juifs ultra-orthodoxes, ou tout simplement les juifs qui suivent l'alliance écrite dans la Torah, représentent environ 13% de la population. Mais parmi les jeunes, ils sont plus de 13%. C'est le groupe démographique qui croît le plus rapidement. Leur taux de natalité est de 6 à 7 enfants par famille, alors que chez les autres Israéliens, c'est plutôt 2 ou 2,5. Ils vivent de façon compacte. À Bnei Brak, là-bas, Mea Shearim, ce fameux Beit Shemesh, il y a une grande communauté Haredi. Les communautés et les manteaux noirs, vous les connaissez. Les papillotes, les chapeaux, à la maison ils parlent yiddish et ils apprennent l'hébreu, disons, juste pour les magasins et pour l'État. Et l'État, pour eux, c'est secondaire. D'où vient l'exemption du service militaire ? En fait, en 1948, Ben Gourion a signé un accord avec les dirigeants religieux de l'époque. En fait, ce n'était pas une décision politique. Il y avait simplement 400 étudiants qui étudiaient. La Torah dans les yeshivas, enfin dans les écoles, oui.
et il les a exemptés du service militaire pour préserver le monde de la Torah qui avait été décimé par la Shoah. Il n'y avait que 400 personnes à l'époque, alors qu'aujourd'hui des dizaines de milliers naissent chaque année. La démographie a fait son œuvre. Pourquoi ne font-ils pas leur service militaire? C'est à la fois simple et compliqué. Alors il y a 4 raisons, il me semble. 4, comptons-les. La première est théologique. Il existe un concept, la Torah c'est son métier. L'étude de la Torah, selon eux, protège le peuple d'Israël tout autant que l'armée. Ce n'est pas une image, ils le pensent littéralement. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont inventé. Ils en sont convaincus. Fermez les yeshivas et le peuple cessera d'être un peuple. L'armée protège le corps, la yeshiva protège l'âme. Quand je parle des yeshivas, je veux dire l'étude de la Torah. Et l'âme, selon leur conception, est plus importante. Deuxièmement, sur le plan social, l'armée est le creuset d'Israël laïque. Oui, des unités mixtes, des filles, la télévision, Internet, un environnement séculier là-bas. Les jeunes Haredim qui entrent dans Tsahal ont de grandes chances de ne plus jamais revenir à cette vie. Pour la communauté, c'est une perte. Et la communauté, c'est tout. Troisièmement, c'est l'autorité des rabbins. Ce n'est donc pas le jeune homme de 18 ans qui décide, mais c'est le Gadol Hador qui décide. C'est le doyen de la génération. Pas vraiment le doyen, disons. Le chef, enfin, je ne sais pas comment dire. Quelque chose comme ça. C'est le principal qui décide, n'est-ce pas? Le grand rabbin de la génération. Voilà. S'il a dit de ne pas y aller, on n'y va pas. Aucun choix personnel ici, selon notre vision occidentale. Quatrièmement, le levier politique. Sha'as et le judaïsme unifié de la Torah sont 2 partis qui font partie de la coalition. Faiseurs de roi dans toute coalition de droite, ils disent « Oui, nous entrerons dans la coalition ». Et Netanyahou est devenu Premier ministre. Nous n'entrerons pas. Tout est perdu. Le pouvoir bascule à gauche. Leur seule exigence inébranlable, c'est l'exemption. Une exemption pour les leurs. Retirer l'exemption ferait perdre la coalition. Et Netanyahou le sait mieux que personne. C'est pour ça qu'il fait traîner les choses. Et puis le plus difficile. Pourquoi ne bouge-t-il pas, même quand le pays est au bord du gouffre, même quand le chef d'état-major dit « l'armée va s'effondrer ». Un garçon laïque issu d'une famille laïque revient du front dans un cercueil. Parce qu'ils ont un autre système de valeurs. Pour la majorité des Haredim, l'État d'Israël est une construction temporaire. Leur peuple, notre peuple, existe depuis plus de 3000 ans. Et ils ont traversé ces millénaires non pas grâce à des armées, mais grâce aux yeshivot. En étudiant la Torah, en étudiant la loi de Dieu. Les États venaient et repartaient. Rome, l'Espagne, la Pologne, l'Allemagne. Mais la Torah est restée. La logique est simple. Ce qui a survécu pendant 2000 ans sans armée survivra aussi aujourd'hui. Ce n'est pas du cynisme. C'est une conviction profonde. On peut discuter avec eux. Nous, c'est différent. Mais ils disent « Vous pensez ainsi, nous différemment. Nous n'irons pas nous battre. » Il est difficile de ne pas remarquer qu'un groupe de citoyens exige qu'un autre meure pour un État où lui-même refuse de servir. Un gars laïque de Kiryat Shmona part à Gaza. Son camarade du même âge de Bnei Brak va à la yeshiva et reçoit une bourse du même État. Les deux sont citoyens du même pays. Il existe une règle ancienne, formulée par Hillel il y a 2000 ans, bien avant la création de l'État d'Israël. Ne fais pas à ton prochain ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même. C'est, comme l'a dit Hillel, toute la loi, toute la Torah, le reste n'est que commentaire. Peut-on exiger de son voisin ce que l'on ne fait absolument pas soi-même? Ce qui explosera en premier, la coalition de Netanyahou, la patience de la moitié laïque du pays, ou bien Tsahal lui-même, dont le général Zamir a dit qu'il pourrait s'effondrer. Cela doit arriver. Le même Gadol Hador a un jour dit à ses enfants « Il est temps ». Si tu veux, on analysera le fonctionnement du système Haredi la prochaine fois.